Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michi, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de modérer le webinaire Flash Actu CNCH, les nouvelles options thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque en post-décompensation. Et j'ai l'honneur d'avoir comme orateur aujourd'hui le professeur Isnar qui va nous détailler donc les nouvelles options thérapeutiques de l'insuffisance cardiaque. Professeur, bonsoir, merci pour votre temps. Vous avez la parole. Je vais juste mentionner que votre allocution va durer environ 15 minutes et après on aura 10 minutes environ pour les discussions. Voilà, vous avez la parole. Bonsoir, professeur Isnar. Mais merci pour cette introduction et bonsoir à tous et à tous. Voilà, donc vous le savez, la décompensation cardiaque, c'est un événement qui est assorti d'un pronostic sombre chez le patient insuffisant cardiaque. On sait que les patients qui décompensent vont avoir un taux de réhospitalisation relativement précoce, assez important. On dit au moins 30% dans les 6 mois, et puis également un taux de mortalité qui est important. Et c'est une période évidemment que l'on regarde depuis déjà pas mal de temps avec beaucoup d'attention pour essayer justement de diminuer ce risque, de mieux prendre en charge ces patients. Alors, je vous ai mis ici les recommandations 2021 de l'ESC que j'ai traduit en français et qui nous donnent quelques pistes, bien sûr, qui paraissent sur le plan intuitivement raisonnables pour justement mieux prendre en charge ces patients. Et puis, vous allez voir que ça résonne avec une certaine actualité. Alors, quelles sont ces recommandations? D'abord, on nous dit qu'il faut s'assurer qu'à la sortie de l'hôpital, les patients sont bien traités, qu'ils ne présentent plus de signes congestifs. Et donc, d'où le problème d'avoir une décongestion efficace au cours d'un séjour hospitalier, qui est toujours un problème, parce qu'un certain nombre de patients sont résistants aux diurétiques. Et vous savez qu'on a récemment une étude qui a été publiée, présentée au congrès de l'ESC, qui est l'étude ADVOR, où on a montré que l'adjonction d'acétazolamide pouvait améliorer le contrôle de la congestion chez les patients décompensés et donc peut-être améliorer leur pronostic, mais ça, c'est encore à démontrer. Le deuxième élément qu'on nous dit, qui est également raisonnable, c'est qu'il faut que les patients sortent avec les traitements qui sont efficaces, dont l'efficacité est démontrée. Et vous le savez maintenant, ces traitements qui sont efficaces, cette fameuse quadrithérapie, inhibiteur du système rénine-angiotensine, bêta-bloquant, inhibiteur des SGLT2 et puis inhibiteur des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Et pour faire un petit focus sur les inhibiteurs des SGLT2, vous savez qu'il y a 2 études au moins qui montrent que l'introduction précoce de ce traitement, par exemple l'étude soloiste et l'étude Impulse, l'étude soloiste avec la sotagliflozine et l'étude Impulse avec l'empagliflozine, qui montrent que l'introduction précoce de ces thérapeutiques au cours de la décompensation peut entraîner une amélioration des événements, essentiellement des décès cardiovasculaires. Et sur l'étude Impulse, c'est une stratégie un petit peu de win ratio qui est un peu compliquée, mais en tout cas, donc on voit que ça peut être tout à fait bénéfique. Ensuite, on nous dit qu'il faut revoir le patient 1 à 2 semaines après la sortie. Ça, je crois que c'est assez challenging parce que dans la pratique, c'est très difficile de le faire pour tous les patients. Mais il faut sans doute essayer de faire en sorte qu'il soit revu d'une façon ou d'une autre, soit en consultation hospitalière, soit à la clinique d'insuffisance cardiaque si vous en avez une, soit évidemment au niveau des collègues en ville ou éventuellement même du médecin généraliste pour vérifier la volémie, la tolérance des traitements, et puis continuer la titration et peut-être penser à d'autres thérapeutiques. On va le voir. Enfin, le dernier point, c'est corriger la carence martiale. On le sait depuis l'étude AFFIRM-AHF que finalement, de dépister la carence martiale et de la corriger lorsqu'elle est présente, ça va s'accompagner d'une amélioration du pronostic, essentiellement en termes d'une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque ultérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a en deuxième ligne à se mettre sous la dent chez ces patients qui se décompensent? Eh bien, il y a finalement pas tant de traitements que ça. On a bien sûr l'ivabradine chez les patients qui restent rapides malgré un traitement bêta-bloquant bien conduit
et qui sont en rythme sinusal, mais vous savez que c'est un peu une prescription de niche. L'hydralazine, dinitrate d'isosorbine, n'est pas disponible en France, hein, malgré le niveau d'indication qu'on a. Et il nous reste la digoxine qui peut toujours aider hein, chez ces patients pour lesquels il y a quand même, lorsqu'ils sont bien traités et qui continuent à être symptomatiques ou qui continuent à se décompenser, il y a une nécessité d'aller un petit peu plus loin. Et plus récemment, on a un traitement qui n'est pas encore disponible en France, qui est le vericiguat, qui est un agoniste de la guanylate cyclase, qui va donc stimuler la guanylate cyclase soluble et donc plus aider à la production de GMP cyclique. Le GMP cyclique étant un vasodilatateur et permettant de lutter contre la rétention hydrosodée. Et ce traitement a été testé dans l'étude Victoria qui a été publiée maintenant il y a 2 ans, dans cette étude qui s'adressait essentiellement à des patients récemment décompensés. Hein, vous voyez que c'est des patients en stade 2 à 4, mais qui avaient fait un épisode de décompensation récent dans les 6 mois. Et vous voyez très bien d'ailleurs le taux d'événement chez ces patients, il est tout à fait considérable. Hein. Vous voyez qu'à 12 mois, on a 35% d'événements dans le groupe placebo, hein, de décès cardiovasculaires ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Eh bien, vous voyez que le vericiguat, qui est un traitement relativement bien toléré en termes de tension et également au niveau rénal, eh bien, permet d'améliorer un peu le pronostic de ces patients avec une baisse des événements de 10%, alors qui peut paraître relativement modeste. Mais vous voyez que comme on est sur un taux d'événement très important, en réduction absolue, on est de l'ordre de 4%, c'est-à-dire on est à peu près identique en réduction absolue avec ce qu'on observe avec les autres traitements. Donc voilà un petit peu l'actualité du patient décompensé récemment ou en post-décompensation. Ce vericiguat, on l'aura peut-être à notre disposition, je l'espère, dans le courant de l'année prochaine, et je pense que ça pourra être une aide intéressante chez ces patients qui sont encore une fois des patients à haut risque. Merci pour votre attention. Alors, on vous remercie, professeur. S'il n'y a pas de questions de la part de l'audience, moi je souhaiterais vous poser quelques questions. Alors, effectivement, vous nous avez dit qu'il faut voir le patient au bout de 2 semaines, mais en pratique, c'est impossible. Au moins, en France, on a des délais de au moins 2-3 mois jusqu'à 6 mois. Comment vous voyez les choses? Est-ce que on peut faire appel aux outils numériques ou aux infirmières dédiées? Comment vous faites-vous en pratique? C'est évidemment le nœud du problème. Je pense que l'idée, effectivement, de revoir les patients, c'est quand même une idée qui est forte. Hein. C'est-à-dire que si on laisse le patient sans aucune surveillance, avec le traitement qui est souvent pas totalement optimisé après une hospitalisation, on est dans la plus mauvaise des situations pour un certain nombre de patients qui vont à nouveau se décompenser. Alors les solutions, il faut être inventif. On peut faire des consultations de titre. Enfin, si on évidemment, tout dépend un petit peu, mais parce que on est évidemment tous un peu sous tension et en ce moment plus que jamais. Donc, quand je parle évidemment avec beaucoup de précautions, mais on peut essayer de monter des consultations de titration pour revoir les patients, ou on peut, je pense, par exemple, il y a actuellement une expérience qu'on fait à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, de centres un petit peu de spécialisés, où des infirmières peuvent être amenées elles-mêmes, après avoir reçu une formation, à aider à la titration, et donc ça permet un petit peu de fluidifier ce parcours et de revoir plus facilement ces patients. Ces consultations de revue, ce n'est pas forcément des consultations très longues, hein. Je dirais qu'en 10-15 minutes, même pour un cardiologue, on peut avoir fait le tour de la question, hein. Le patient vient avec un bilan biologique, il y a la tension, et puis à savoir si le traitement est optimisé ou pas. Eh bien, dans ce cas-là, on peut assez rapidement, finalement, améliorer finalement la titration des médicaments chez ces patients. Donc, ça peut être aussi par le biais de la télésurveillance, si ça peut être mis en place, où on peut communiquer avec le patient pour savoir où il en est et éventuellement lui envoyer des ordonnances
où on va, comment dirais-je, améliorer la titration des médicaments. Mais j'ai pas et puis ça peut être aussi avec l'aide des cardiologues de ville ou éventuellement des médecins généralistes, mais il faut quand même avouer que nos collègues généralistes, qui sont eux aussi débordés, ne sont pas toujours très à l'aise avec tous ces médicaments qui existent maintenant pour traiter l'insuffisance cardiaque. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle et j'ai pas de baguette magique, mais ce qui est certain, c'est que cette période est une période un peu clé et il y a quand même un gros enjeu parce que on a actuellement des traitements efficaces et on s'aperçoit que dans la vraie vie, ces traitements sont pas toujours prescrits et souvent pas prescrits aux doses qu'on espérait qu'ils soient prescrits. Donc, il y a quand même un enjeu autour de tout ça. C'est en fait, en réalité, quand un patient ne reçoit pas les traitements qu'il devrait recevoir, pour lui, c'est l'équivalent d'une perte de chance. Je pense que ça ne serait pas admissible pour un patient atteint du cancer qu'il n'ait pas une RCP et qu'il n'ait pas les traitements qu'ils doivent recevoir. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Et voilà, je pense qu'il faut évidemment faire après avec les moyens qu'on a. Je vous remercie. Alors, on a insisté depuis quelques années d'un boom des glyphosines. Comment vous les utilisez, vous, en pratique? Parce qu'apparemment, là, on peut les utiliser dans tout le spectre de l'insuffisance cardiaque, peu importe fraction d'éjection préservée ou pas. Je crois clairement que les glyphosines, c'est quand même une mini-révolution qu'on n'avait pas vraiment vu venir dans l'insuffisance cardiaque, hein, qui est encore une révolution toute récente et qui pourtant a pris déjà une place considérable. Une place considérable parce que c'est des traitements qui sont relativement faciles à manier, hein. Il y a une seule dose, il n'y a pas de titration. Et c'est des traitements, on va dire, qui sont quand même globalement très bien tolérés. Bon, il faut peut-être faire un petit peu attention chez le diabétique qui reçoit des hypoglycémiants ou qui a risque d'acidocétose, mais il faut dire que ces épisodes sont extrêmement, extrêmement rares. Et voilà, il n'y a pas d'effet sur la tension ou très, très peu. Sur la fonction rénale, on sait qu'il y a une petite détérioration initiale, mais au final, ça va se traduire par plutôt une protection rénale, puisque c'est quand même des médicaments qui sont très intéressants de ce point de vue-là. Donc, voilà, je crois que on n'a pas trop de raisons de ne pas prescrire ce traitement qui est quand même très, très facile à prescrire. Je vous remercie. On a deux questions. Alors, pour l'ivabradine, quelle fréquence cardiaque il faut cibler environ? L'ivabradine, normalement, on le prescrit lorsque les patients ont une fréquence cardiaque supérieure à 75, qui reste supérieure à 75 ou supérieure à 70. Ça, c'est le label. Moi, je pense que des patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection basse, hein, l'ivabradine, c'est pour des patients à fraction d'éjection basse parce que dans la fraction d'éjection préservée, là, on a essentiellement parlé de la fraction d'éjection basse, hein, je pense. Hein, il faut quand même remettre parce que c'est vrai que je l'ai peut-être pas mentionné dans mon topo. Eh bien, je pense que l'idéal, c'est d'arriver à une fréquence cardiaque, on va dire entre 60, 65, 60, maximum 70, mais plutôt 60, 65. Encore qu'on n'ait pas de données très solides pour dire quelle est la bonne fréquence cardiaque pour le patient. Même si on sait sur des études observationnelles que plus la fréquence cardiaque est basse, mieux c'est. Mais ça ne veut pas dire que l'intentionnalité de faire baisser la fréquence s'accompagne forcément d'une amélioration. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans la pratique, essayer de descendre en dessous de 70, ça c'est sûr. Et on va dire 60, 65, ça me paraît une bonne fréquence cardiaque. Je vous remercie. Et peut-être une dernière question. Lors de toutes ces études qui ont été présentées au congrès ESC à l'ACC cette année, est-ce que vous pouvez peut-être, vous avez quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir de lire ou vraiment qui a changé un peu vos habitudes cette année? Je crois que je crois que le gros événement de l'ESC, c'était quand même l'étude des l'hiver avec la dapagliflozine dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite ou préservée, qui a confirmé les données dans Emperor Preserve
et qui donne quand même une perspective maintenant, effectivement, de cette classe, de cette nouvelle classe médicamenteuse dans tout le spectre de l'insuffisance cardiaque, en ayant levé les petites interrogations qui avaient suscité Empereur-Priseur, notamment pour les fractions d'éjection on va dire normales, c'est-à-dire au-dessus de 60%. Là, on voit qu'on a des patients qui répondent au traitement, quel que soit finalement ce niveau de fraction d'éjection. Et donc, je pense que ça donne évidemment de la force aux résultats précédents et ça nous donne pour la première fois quand même une thérapeutique nettement validée, une classe thérapeutique dans un type d'insuffisance cardiaque où on n'avait finalement pas grand-chose jusqu'à présent dont on était certain que cela marchait chez ces patients. Je vous remercie, professeur. On doit mentionner que ce webinaire a été soutenu par Bayer, qui je souhaite remercier de la part de CNCH. Et donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette session. On vous remercie pour votre temps et on vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt. Merci infiniment. Merci pour votre Merci encore à invitation. tous les participants. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. Au revoir.